Bernard, tu n'as pas coupé le micro. Cornou. Ouais, je sais pas. Attends, oui, pardon. Voilà, alors, j'ai tiré cette présentation de plusieurs ouvrages. Le premier est l'Almanach de l'univers de Michel Rousselet aux éditions Vuibert. Le second, le troisième et le quatrième sont tous tirés de chez Flammarion, c'est la collection Champs Sciences. Le premier c'est de John Gribin, le chat de Schrödinger. Le deuxième c'est de Manjit Kumar, le grand roman de la physique quantique. Et le troisième c'est celui d'Albert Einstein, traduit par Léopold Infeld, l'évolution des idées en physique. Et donc on va maintenant aborder un peu cette histoire. Alors le premier, dont vous avez les portraits, vous allez voir le portrait, de temps en temps j'aurai quelques images. Le premier c'est Thomas Young. Alors Thomas Young, c'est un médecin anglais, et contrairement à Newton et Huygens, qui considéraient que la lumière était une onde, lui, il va reprendre cette idée qui sera ensuite développée par le mathématicien Auguste Fresnel, que ça n'est pas que une onde. Donc, comme Huygens l'avait fait avant lui, Thomas Young se persuade de la nature ondulatoire de la lumière en comparant sa propagation à celle du son. Et donc, il imagine en 1802 une expérience qui est devenue l'une des plus célèbres de toute la physique. Un faisceau de lumière blanche est envoyé sur un premier écran percé de 2 trous minuscules qui recueillent la lumière qui a traversé ces 2 petits trous. Sur un deuxième écran, chose surprenante, on constate alors la présence de bandes alternatives, sombres et brillantes, que l'on appelle franges d'interférence, dans la zone commune de ces 2 rayons lumineux. Là, vous voyez des zones blanches et noires. Les zones blanches, c'est des renforcements de lumière. Non, on ne les voit pas. Tu n'es pas en plein écran. Ah. Attends. Vous n'avez pas vu l'image? On voit le LibreOffice, mais on voit pas en fait le diaporama. Bouge pas. Je vais recommencer. C'est vrai que sur celui-là, il faut mettre l'écran entier. Voilà, c'est bon? C'est bon? C'est bon. Ok. Donc je dis, voilà Thomas Young. Et voilà son expérience. Donc ce que vous voyez le résultat ici, vous avez la lumière, les 2 fentes, et puis vous voyez ici les raies noires et blanches. Les raies noires sont les absences de lumière, et les raies blanches sont les renforcements de lumière. Et donc ça, c'est lui qui va faire l'expérience. Donc c'est intéressant parce que là, il commence à parler de la théorie ondulatoire de la lumière et non plus corpusculaire. Il sera rejoint en cela par Fresnel. Lui, c'est au début du 19e siècle. Augustin Fresnel, un jeune ingénieur français des ponts et chaussées, reprend les expériences de Young. Comme il dispose d'une culture mathématique beaucoup plus solide que le médecin anglais, il développe sa propre théorie ondulatoire en décrivant les vibrations lumineuses par des fonctions de périodique ou de type sinusoïdal. Voilà, donc il va faire des tas d'expériences et lui, il va démontrer effectivement que ils sont comparables à des ondes sonores.
Et après, il va en tirer ceci, hein, qui va lui permettre de faire les fameuses lentilles de Fresnel que l'on voit à l'écran. Hein, on voit bien qu'effectivement, une source ici au centre, et vous avez toutes les possibilités de récupérer la lumière qui vont être utilisées pour faire un faisceau parallèle. Ensuite, nous avons un autre personnage. Ce personnage, c'est Friedrich Gauss. Alors lui, c'est un mathématicien. Il a publié l'essentiel de ses recherches sur la question en 1827, dans ses recherches générales sur les surfaces courbes. Lui, on sait relativement que dans un repère, chaque courbe plane est caractérisée par une équation. Clairaut et Euler ont montré qu'il en va de même pour les surfaces, à condition toutefois qu'elles soient suffisamment régulières. Et lui, il va démontrer un certain nombre de surfaces courbes, comme des paraboléides, des cylindres, il va mathématiser les surfaces courbes, comme les sphères par exemple. Et il va surtout mettre en place ce qu'on appelle des métriques de géodésique d'une surface, donc les calculs de trajectoire sur une surface courbe. Donc ça, c'est très important parce que ça servira de base un peu aussi à Einstein. Ensuite, on a Faraday. Alors Michel Faraday, lui c'est un autodidacte, hein, il est peu porté par contre sur les mathématiques. Il a pourtant été un physicien de première importance. Ses expériences l'ont mené à inventer la notion de champ, notion qui se révélera ultérieurement très fructueuse. Alors, c'est lui qui va faire la démonstration qu'en fait, toute force électrique produit un champ. Dès qu'on prend un fil et qu'à l'intérieur de ce fil conducteur, on transporte, on crée de l'électricité qui va d'un point A à un point B, et bien tout autour de ce fil, on va voir apparaître, il y a des champs magnétiques qui vont se créer. Et si on fait l'effet inverse, c'est-à-dire que si on utilise des aimants et qu'on fait passer un fil au milieu, si ces aimants vont créer à l'intérieur du fil de l'électricité qui va se déplacer d'un point A à un point B. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que ça va mettre en avant la notion de champ. Et si on ne comprend pas la notion de champ, eh bien, on va avoir du mal à comprendre la physique qui va suivre, parce que tout est basé sur la notion de champ. On va parler des champs électromagnétiques, mais on parlera aussi plus tard, enfin à l'heure actuelle, on parle des champs quantiques. Vous voyez, donc cette notion de champ est extrêmement importante. Alors pour la visualiser, donc voilà ces expériences, hein, vous avez l'aimant, vous avez l'aimant ici, hein, et on va jouer sur cet aimant pour créer de l'électricité. Et voilà une autre présentation. Eh bien, si vous voulez, il faut imaginer un aimant. Vous prenez un aimant, donc il y a un pôle nord et un pôle sud. Vous mettez une plaque de fer dessus, ou une plaque quelconque d'ailleurs, qui soit suffisamment, ça pourrait être un carton, c'est pas grave. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer de la limaille à sa surface. Et vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir que cette limaille, elle ne va pas se répartir au hasard. Elle va suivre des lignes qui vont aller du pôle sud au pôle nord de l'aimant. Et ces lignes, c'est la représentation de ce champ électromagnétique.
Et là, en tout cas, de ce champ magnétique. Et ces lignes, vous voyez, eh bien, évidemment, quand on a un carton ou une feuille, c'est une tranche, donc c'est un plan en quelque sorte qui coupe le champ, qui le visualise. Mais en fait, ce champ, il s'étend, il est en 3 dimensions, donc il s'étend tout autour de l'aimant. Nous, on met juste une plaque pour couper ce champ et puis pour se représenter l'image. Mais en fait, il entoure tout. Donc un fil qui conduit l'électricité, il est entouré de ce champ magnétique, enfin de ce champ électromagnétique, puisque maintenant on le nomme ainsi. Et ça, c'est très important parce que toute activité qui sera déplacement d'énergie va créer des champs autour de lui. Alors c'est quelque chose qui est très utilisé. Si on peut charger des smartphones en posant tout simplement son smartphone sur une plaque, eh bien c'est l'implication directe de l'idée de Faraday, c'est-à-dire que vous posez le plateau, eh bien c'est tout simplement des câbles électriques qui créent un champ magnétique. Ce champ magnétique englobe votre smartphone et du même coup va créer transférer presque l'électricité dans le smartphone qui recharge les batteries. Bon, ça marche pas toujours très bien sur les smartphones, hein. Il y a déjà eu des problèmes, mais c'est le principe, c'est un principe qui est très très utilisé. Ensuite, on va avoir un autre personnage qui s'appelle c'est Bernard Riemann, que vous voyez là. Alors lui, c'est un grand mathématicien de toute première importance. Il a étudié la répartition des nombres premiers, la théorie des fonctions et donné un nouveau cadre de géométrie au XXe siècle. Ses travaux de géométrie seront utilisés par Albert Einstein. Et lui aussi, il s'intéresse beaucoup aux représentations, si vous voulez. Lui aussi, il étudie, un peu comme Gauss, il va étudier les formes convexes, sphériques des surfaces. Et il va en faire une nouvelle vision de la géométrie. Et en fait, le truc, c'est qu'il il montre que la géométrie attachée à ce type d'espace, les espaces un peu curieux, de forme, si vous voulez, un peu de donuts, vous voyez cette forme donuts, eh bien, il va décrire mathématiquement comment on peut se retrouver sur ces surfaces. Donc, il va formuler mathématiquement les choses. Et va le généraliser en fait à un certain nombre de surfaces différentes. En fait, il reprend le travail de Gauss, mais il le pousse plus loin. Et Riemann s'interroge aussi sur les propriétés de l'espace physique et se demande pour quelle raison la géométrie qui décrit le mieux cet espace devrait obligatoirement être euclidienne. En effet, la géométrie de l'espace doit être celle que l'expérience vérifie. La géométrie euclidienne semble bien vérifiée localement, mais rien ne prouve qu'elle soit à une échelle globale. Voilà, donc il se pose aussi, et cette interrogation sera reprise plus tard par Albert Einstein, qui va donner la géométrie non euclidienne, qui fournira le cadre géométrique de la théorie de la relativité générale. Donc ça, c'est très important. Donc vous voyez que les travaux en 1854 de Riemann, eh bien, sont les bases de la physique, de l'espace physique que va décrire Einstein. Ensuite, voilà. Ensuite, on va arriver à un autre personnage. Alors là, c'est un personnage assez extraordinaire. Il s'agit de James Clerk Maxwell. Alors lui, c'est en 1865 qui va trouver le moyen
qui va mathématiser. On voit ces 4 équations fondamentales qui sont affichées là. Lui, il va arriver à créer une théorie de l'électromagnétisme, donc expliquer les champs, et il va unifier tous les éléments qui étaient disparates à gauche à droite, puisqu'on parlait de magnétisme, on parlait d'électricité, mais unifier mathématiquement les champs, et ben c'était vraiment assez difficile à l'époque. Bon, Maxwell commence des études de mathématiques et de physique à l'université d'Édimbourg, hein, et à Cambridge ensuite. En 1855, devenu professeur de physique, il entreprend la recherche dans différents domaines. Il cherche à expliquer la stabilité des anneaux de la planète Saturne, par exemple, c'est pour ça qu'on a Saturne à côté. Essaye de comprendre le mécanisme de la vision des couleurs, s'intéresse à la théorie cinétique des gaz, à la thermodynamique, pour étudier l'électricité et le magnétisme. Il décide de commencer par une lecture approfondie des œuvres de Faraday. Vous voyez, quand je parlais de monter sur les épaules de géants, eh bien c'est effectivement le cas. Après quelques années de travail, Maxwell réussit à exprimer mathématiquement l'ensemble des résultats obtenus avant lui par Faraday et par Ampère sous la forme de 20 équations qui seront publiées pour la première fois en 1865 dans le Philosophical Transaction of the Royal Society en 1864. Oh! Une gentille petite musique. Et il va s'intéresser, évidemment, comme il a constaté que la vitesse des ondes électromagnétiques est pratiquement égale à celle de la lumière, Maxwell admet vite que les ondes lumineuses ne sont que des ondes électromagnétiques particulières. En 1873, il n'hésite pas à écrire que la lumière et le magnétisme sont 2 phénomènes de même nature. La lumière est une perturbation électromagnétique se propageant dans l'espace, suivant les lois de l'électromagnétisme. Donc ça, c'est très 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 important. Je me rappelle d'un commentaire assez, curieux qui avait été fait par un physicien, un astrophysicien, qui disait, c'était Hubert Reeves, et qui disait oh là là, j'étais à un congrès toute la journée, j'avais parlé que de ça, et puis le soir c'était aux États-Unis, et le soir il dit comme ça, c'était sur la côte ouest, je suis parti à la plage, et il y avait ce magnifique coucher de soleil, c'était fantastique, ces couleurs et tout, j'étais en extase, et puis d'un seul coup, il fait chier Maxwell, toutes les couleurs, je les ai expliquées par les équations de Maxwell. Donc vous voyez à quel point c'est quand même important. Ensuite, on a deux autres personnages qui sont Doppler et Fizeau. Alors Doppler et Fizeau, eux, ils ont étudié les sources lumineuses en mouvement. Il y a une différence entre le spectre de la lumière émise par cette source et le spectre de la lumière reçu par l'observateur immobile. Sur le spectre reçu, les raies sont décalées vers le rouge ou vers le bleu selon les cas. Donc ils se sont intéressés à ça et ils ont démontré une chose importante. Alors je vais vous le... Voilà. Ils ont démontré une chose. Si vous êtes statique et que vous regardez, que vous entendez un véhicule arriver, son son va être de plus en plus aigu. C'est-à-dire que la fréquence est différente. Et quand il s'éloigne de vous, le son devient plus grave, sa fréquence diminue. Donc on peut le comparer à ce son à une couleur. Quand vous regardez à la limite la voiture, vous devriez la voir bleue, et quand elle s'éloigne, vous devriez la voir rouge. Puisque plus elle s'éloigne, plus le son devient grave, plus les ondes, la fréquence des ondes diminue, et plus on ira vers le rouge. Et appliqué à l'astronomie, vous voyez, vous avez ici le spectre, donc vous avez une étoile et une autre. Quand elle part et s'éloigne, eh bien,
non, quand elle se rapproche, pardon, excusez-moi, quand elle se rapproche, le spectre, non, je dis une bêtise. Voilà, non, je dis une bêtise. Quand elle s'éloigne, vous avez les raies noires qui sont à l'origine, les raies blanches, c'est celles qu'on constate, et vous voyez qu'elles décalent vers le rouge. Quand l'étoile se rapproche, ces raies blanches que l'on constate par rapport aux raies noires qui sont fixes, eh bien, elles se décalent vers le bleu. Donc ça a été aussi extrêmement important de montrer qu'on pouvait constater et savoir à quel moment les objets pouvaient s'éloigner de nous ou s'ils se rapprochaient de nous. Donc on a un univers qui n'est pas qui n'est plus statique, c'est un univers qui est en mouvement par rapport à nous. Donc ça c'est quand même c'est aussi important, cette notion de mouvement dans l'univers. Ensuite, on a un autre personnage qui s'appelle Lorentz. Alors Lorentz, c'est en 1892. Et Lorentz, lui, il se pose la question, il dit pourquoi la loi galiléenne de composition des vitesses n'est-elle pas plus valable pour la vitesse de la lumière? L'éther, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, l'éther, ça a été imaginé, on s'est dit, eh bien, parce qu'on a du mal à imaginer qu'une action puisse se faire à distance sans qu'il n'y ait pas de support, alors pour expliquer les choses, on s'est dit, ben voilà, dans l'espace, il y a l'éther. Donc c'est un support qui permet de propager les ondes gravitationnelles, par exemple, ou autre chose. Et lui, il se demande pourquoi l'éther existe-t-il ou pas. Telles sont les questions qui agitent le monde de la physique à cette période. Pour expliquer l'échec de l'expérience d'un autre personnage qui s'appelle Michelson, on va le voir après, eh bien, il avance une hypothèse. Un objet qui se déplace avec une vitesse v dans une direction verrait sa longueur d'onde raccourcie dans la direction proportionnelle au nombre. Bon, étant la vitesse de la lumière. Bon, je vous laisse pas. En 1889, il envoie un article sur la revue scientifique Science. Son hypothèse explique effectivement le résultat de l'expérience de Michelson, mais paraît peu réaliste car aucune expérience ne réussira à montrer en évidence cette contraction des longueurs. Donc il va faire de nouvelles formules, il va ce qu'on appelle les formules de Lorentz. Pour simplifier les choses, nous nous limiterons au cas où après ouais non, ça je vais pas en parler parce que c'est un peu compliqué. Mais ça va être un élément important parce qu'on va le retrouver, vous voyez, aux côtés d'Einstein. Et pour lui, l'éther, ça n'existe pas, quoi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Un autre personnage important, mais là on va arriver à la lumière, c'est Léon Foucault. Léon Foucault qui va faire la démonstration avec ce genre d'instrument de la vitesse de la lumière. Il va calculer la vitesse de la lumière, vitesse qui avait été calculée par Romer auparavant avec les satellites de Jupiter, et ça va être revu et corrigé par Léon Foucault. Il y a un autre personnage moins connu qui s'appelle Albert Cornu, qui aussi a travaillé sur la vitesse de la lumière un peu plus tard que Foucault. Vous voyez, voilà, ça c'est le toit de l'Observatoire de Paris, c'est là qu'il avait installé son système pour observer la vitesse, pour calculer la vitesse de la lumière. Vous voyez ici un peu l'intérieur du système. Et c'est un adepte, lui, de Fresnel. Et il y a un autre personnage, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Michelson, c'est lui, Michelson. Et Michelson, lui, il s'est dit, mais alors,
si on peut calculer la vitesse de la lumière, il doit y avoir une différence entre la vitesse de la lumière. Hein, vous imaginez, vous allez projeter la lumière, je vais dire une bêtise, hein, mais d'est en ouest, ou d'ouest en est, peu importe. Et puis, vous allez en même temps projeter nord-sud. Voilà. Et il dit, bah, si normalement, on devrait avoir une différence. Puisque la Terre tournant, eh bien, on aura certainement, on doit pouvoir découvrir un raccourcissement en fait de cette vitesse. Et puis il va s'apercevoir que, ben non, en fait, hein, ça marche pas. Et il va s'interroger. Hein, alors que je retrouve ça. Donc il utilise un dispositif à roue dentée, hein, qui lui permet de mesurer la vitesse d'un faisceau lumineux émis dans la campagne, donc aux environs de Paris, hein, sur N. Et il trouve 315 000 km/s. 13 ans plus tard, en laboratoire, cette fois, Léon Foucault fera la démonstration de 298 000 km/s. Alors je retrouve. Voilà, pour étudier l'influence de l'éther, c'était pour ça, sur la propagation de la lumière, le physicien américain Albert Michelson décide de mesurer la vitesse de propagation, donc dans deux faisceaux à 90 degrés. Hein. Comme base de travail, il admet les deux hypothèses suivantes. Dans l'espace, l'éther est immobile et les ondes lumineuses s'y déplacent avec une vitesse constante. La Terre se déplace par rapport à l'éther de 30 km/s. Le raisonnement de Michelson est relativement simple. La vitesse de la lumière doit être différente selon qu'elle se déplace dans le sens que la Terre, dans le même sens que la Terre, ou dans le sens contraire. En effet, conformément à la loi galiléenne de composition des vitesses, la vitesse de la lumière mesurée dans le cas d'un référentiel terrestre devrait être différente. Bon. L'expérience est réalisée en 1881 avec l'interféromètre, appareil de précision inventé par Michelson. Elle est conduite de façon très soignée, mais à la grande surprise de Michelson, l'expérience conduit à un résultat négatif. La vitesse de propagation de la lumière est la même dans les deux cas. Refaite plusieurs fois, elle donnera toujours le même résultat. Donc l'expérience de Michelson montre que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions. Elle semble donc remettre en question la loi classique de la composition des vitesses héritées de Galilée. Donc vous voyez, hop, là on commence à basculer, hein, à changer un petit peu de point de vue. Hop, bah voilà, c'est son matériel, hein, qu'il a utilisé. La roue dentée était là. Et voilà le principe de son expérience. Ensuite, on va passer en 1800... Alors, j'ai oublié une petite chose, pardon. J'ai oublié de signaler quand même que la relativité, pendant ce temps-là, Einstein, en 1905, sort la relativité restreinte. Hein, qui redéfinit complètement le concept de base de mécanique classique, l'espace, le temps, la masse, l'énergie et la loi d'addition des vitesses. Mais en 1908, il y a un autre personnage, celui que l'on voit là, qui s'appelle Hermann Minkowski. Alors lui, c'est le mathématicien allemand d'origine russe Hermann Minkowski, qui va développer pleinement les travaux qui ont été faits auparavant par Poincaré. Lors d'une conférence en 1908 à Cologne, il affirma que dorénavant l'espace en soi et le temps en soi sont condamnés à s'évanouir dans l'ombre et seule l'union des deux pourra avoir un sens en tant que réalité indépendante. Tout comme Einstein, il abandonna l'idée de l'éther, le jugeant totalement inutile. Et c'est lui qui crée les bases de l'espace-temps. Donc l'espace-temps, il
il dit que c'est ça qui est la base, il faut le concevoir comme ça et non plus comme on le concevait auparavant. Les propriétés géométriques de l'espace-temps de Minkowski correspondent aux propriétés physiques décrites par la théorie de la relativité restreinte. Donc les deux se rejoignent. Hop, bon, ça. Ensuite, vous avez ici un autre personnage, aussi assez important. C'est sous la direction d'Edward Pickering que un certain nombre de femmes vont travailler à l'observatoire du Harvard College sur des étoiles particulières qui s'appellent les céphéides. Et notamment cette femme, qui est Henrietta Leavitt. Donc ce sont des étoiles pulsantes, dont l'éclat apparent, la taille et la température varient périodiquement au cours du temps. Les périodes s'échelonnent de 1 à quelques dizaines de jours. La première étoile de ce type a été observée en 1784 par John Goodrich, un astronome hollandais amateur. Et donc, Henrietta Leavitt, elle va énormément travailler là-dessus et va montrer que, on peut se servir des céphéides parce qu'elle démontre une existence d'une relation linéaire entre la magnitude apparente de la céphéide, le logarithme de sa période. Et ça va être très intéressant pour la suite. Ce qui permet de calculer les distances. Et ça va aller avec des travaux qui vont être menés par ces deux hommes. Je vous présente M. Hertzsprung sur la gauche et M. Russell sur la droite. Alors vous le connaissez tous, je pense que là-dessus, la plupart d'entre vous ont entendu parler du diagramme d'Hertzsprung-Russell, le diagramme HR, que voici, enfin une de ces versions, qui met en relation les températures et la luminosité. Donc vous voyez là la répartition des types d'étoiles sur ce diagramme. Vous l'avez tous, vous savez qu'à l'assaut on a aussi un panneau là-dessus qui montre l'évolution des étoiles à travers le temps dans le diagramme lui-même. Et c'est M. Hertzsprung et M. Russell qui vont le mettre en avant. Donc c'est en... que je dise pas de bêtises, c'est en 1913, mais en fait il sera expliqué entièrement vers 1960. Donc il y a un temps un peu, mais c'est eux qui en 1913 le présentent. Et c'est la détermination de distance à l'aide du diagramme HR qui est intéressante, et évidemment c'est aussi en relation avec le travail d'Henrietta Leavitt. Une image d'un congrès ô combien célèbre, qui est le congrès de Solvay. Alors le congrès de Solvay, c'est que je dise pas de bêtises. C'est 1917, oui, voilà, exact, c'est exact. Non, 1911, pardon, 1911. Donc en 1911, Solvay c'est un industriel et il a voulu rassembler à un congrès tous les grandes têtes pensantes de l'époque. Et ça a donné de nombreux échanges entre ces personnages. Et là-dedans, vous allez trouver, alors là, il y a le choix. Vous avez Grossman, vous avez, que je dise pas de bêtises, Bohr, vous avez Planck, Einstein, De Broglie, Pauli, Heisenberg, Schrödinger, Dirac et bien d'autres. Et évidemment... Madame Curie qui est à la gauche d'Einstein, qui est juste là. Ici vous avez Lorentz et là vous avez Einstein.
Curie, Einstein, Lorentz. Voilà. Et donc ça c'est un moment extrêmement important parce que c'est au cours de ce congrès qu'il va y avoir un certain nombre de discussions, notamment entre Einstein et Bohr, entre Einstein et Schrödinger. Enfin ça va beaucoup discuter à ce moment-là. Voilà Madame Curie, hein, dans sa découverte du radium. Alors ça aussi, personnage important, parce que c'est la mise en avant de la radioactivité, hein, qu'elle va découvrir. Et cette radioactivité, eh bien, ça va avoir un énorme retentissement, puisque on va savoir que des éléments perdent de l'énergie. Et ça va servir aussi à beaucoup de monde, pour établir ensuite le fonctionnement des étoiles, le fonctionnement de la radioactivité. Comment se fait-il que des éléments perdent de l'énergie? Pourquoi? Et ça va aussi ouvrir le champ de la physique quantique. Alors, à côté d'Einstein, nous avons un autre personnage qui s'appelle Marcel Grossmann. Alors lui, il fait des calculs, c'est un mathématicien, et il a inventé une chose, il a inventé ce qu'on appelle le calcul tensoriel. Bon, Brigitte, je ne vais pas aller trop loin dans ce domaine, sinon tu seras obligé de prendre du Doliprane, donc... Mais le calcul tensoriel, c'est extrêmement important, parce que la géométrie en fait de l'espace-temps qu'Einstein va mettre en place va être expliquée, enfin comment dire, théorisée, mathématisée par les calculs tensoriels de Grossmann. Donc c'est bien ce que je vous dis, hein, il y a Einstein va s'appuyer sur un certain nombre de choses qui sont découvertes. Ça lui permet de mathématiser l'espace-temps. Donc ça c'est quand même énorme. Et donc ce Grossmann est un des personnages importants de cette nouvelle physique. Alors là, voilà d'autres personnages. Il va y avoir une série. Donc là, alors que je dise pas de bêtises, hein, normalement ça c'est Bohr. C'est Monsieur Bohr. Non, que je dise pas de bêtises. C'est Monsieur Planck. C'est Monsieur Bohr. C'est Monsieur... Oh, non. Voilà. Non, ça c'est Bohr. Pardon. Ça c'est Schrödinger. Ça c'est Heisenberg. Et ça c'est Planck. Voilà. Donc, ça c'est des personnages extrêmement importants. Parce que c'est des gens qui vont, c'est des personnes qui vont mettre en place, hein, vous prenez ces quatre-là, vous rajoutez Einstein, et en fait, c'est à partir d'eux que va se créer les principes de la physique quantique. Alors, pas sous cette forme-là, pas telle qu'on la connaît actuellement, bien sûr, mais c'est la base. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La physique quantique, on part d'une observation qui est faite aussi par Fraunhofer. On constate que les éléments ont plusieurs raies. Il y a plusieurs raies d'émission, hein, il y a plusieurs raies de l'hydrogène, il y a plusieurs raies du soufre, enfin bon. Et on se pose la question, pourquoi? Pourquoi un élément émet dans plusieurs longueurs d'onde? Qu'est-ce qui fait que il émet dans plusieurs longueurs d'onde? Comment ça se passe à l'intérieur d'un atome pour que il puisse émettre ces différentes longueurs d'onde? Donc il va y avoir une physique qui va commencer à naître et des interrogations. La plupart d'entre eux pensent que l'atome, il a un noyau, il y a des électrons qui vont autour, mais il doit être excité par de l'énergie qui lui arrive. Voilà, bon, ça c'est un peu la base.
Et il pense à un photon qui arrive et qui excite l'électron. Et Einstein va dire non, 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 il ne faut pas voir ça comme un photon, il faut voir ça comme un quantum d'énergie, une quantité d'énergie. Le photon contient plusieurs longueurs d'onde différentes. Si vous prenez effectivement un photon de lumière blanche, eh bien vous aurez à l'intérieur, si vous le décomposez, vous aurez toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Donc vous avez un quantum, une quantité d'énergie. Pour chaque couleur aura une énergie différente. Donc il dit non, c'est un quantum. Eh bien tout va partir de là, parce que le quantum va venir quantité, puis quanta, puis quantique. Donc en fait la physique quantique, le mot quantum, on le doit à Einstein. Ensuite, Einstein, lui, il va beaucoup discuter sur cette nouvelle version, et il va y avoir un débat. Planck n'aime pas trop cette façon de voir, c'est quelque chose qui... Lui, il aime bien quelque chose qui soit traditionnel, donc les nouveautés, c'est pas trop son truc. Mais il va y avoir une discussion assez pointue entre Bohr et Einstein, suite au congrès de Solvay. Ils vont s'envoyer beaucoup de messages, beaucoup de lettres. Il va y avoir aussi des choses qui vont se passer à cause d'un des personnages. Alors, hop. D'abord à cause d'Heisenberg, et puis ensuite à cause de Schrödinger. Alors, Schrödinger, vous connaissez tous, le chat de Schrödinger. Mais connaissez-vous vraiment l'expérience qu'il met en place pour voir l'incertitude, cette fameuse incertitude? Alors, la voici. Alors, Einstein dit que c'est une absurdité. Mais c'est pas grave. Schrödinger était aussi troublé qu'Einstein par les applications de la théorie quantique. Il tenta de démontrer l'absurdité en imaginant de procéder à une expérience avec un chat. Alors, dans le monde quotidien, il y a 50% de chances qu'un chat soit tué dans une boîte dans laquelle on a mis, vous imaginez, il est dans une boîte, le pauvre chat, je crois, je ne sais pas si j'ai... je vais montrer... non, j'ai pas réussi je crois pas que je l'ai mise. Ou je n'ai pas eu le temps de la... Non, je ne l'ai pas mise. Bon, c'est pas grave, parce qu'elle rentrait pas, elle passait pas, c'était trop gros. Il met un chat dans une boîte. Donc il imagine, il y a une boîte, il y a un chat. Dans cette boîte, il y a également un produit radioactif. Ce produit radioactif est censé émettre, donc perdre un élément, perdre de l'énergie, et cette énergie, une fois perdue, eh bien, elle peut briser en quelque sorte une ampoule de verre, donc il y a un poison dedans, un gaz, qui peut tuer le chat. Donc on met le chat dedans, on ferme la boîte. Et voilà, et il calcule le pourcentage de chances que le chat meurt en fait. Donc, on reprend, dans une boîte qui contiendrait un chat vivant, une fiole de poison disposée de façon à ce que le flacon se brise et que le chat meure en cas de désintégration radioactive, au cas où une désintégration radioactive interviendrait. Dans le monde quotidien, il y a 50% de chances que le chat soit tué, et sans regarder à l'intérieur de la boîte. Nous pouvons avancer sans risque que le chat soit mort, soit vivant. Mais nous nous trouvons maintenant confrontés à l'étrangeté du monde quantique. Selon la théorie, aucune des deux possibilités offertes au matériel radioactif et donc au chat n'est réelle, à moins d'avoir été observée. La désintégration atomique n'est ni intervenue ni non intervenue. Le chat n'est ni tué ni non tué.
jusqu'à ce que nous regardions à l'intérieur de la boîte, pour voir ce qu'il en est. Les théoriciens qui acceptent la version intégrale de la mécanique quantique disent que le chat existe dans un état indéterminé, ni mort, ni vivant, tant qu'un observateur n'a pas regardé à l'intérieur de la boîte pour constater l'évolution de sa situation. Seul ce qui a été observé est réel. Alors, évidemment, ça c'est une chose qui ne va pas trop plaire à Einstein. D'autant plus qu'intervient un autre personnage qui est Heisenberg, qui lui parle de l'incertitude de savoir si oui ou non on peut définir la position, hein, ça c'est un supplément, la position et l'énergie d'un électron sur son orbite. On est incapable de définir les deux, on a l'un ou l'autre, mais on ne peut jamais avoir les deux. Donc ça s'appelle l'incertitude d'Heisenberg. Et Einstein, ça l'énerve un peu, parce qu'il n'aime pas trop ça. Et c'est là qu'il va prononcer sa phrase célèbre, c'est impossible, Dieu ne joue pas au dé. Alors bien sûr, il y a toujours cette histoire de religion qui vient freiner un peu les choses à l'époque, hein, parce que c'est des gens qui sont croyants. Et ils n'arrivent pas obligatoirement à passer au-delà de ça, donc ils freinent toujours quand des choses leur paraissent un peu trop invraisemblables. Et il va y avoir, la discussion va être reprise hein, suite à ce que Schrödinger a dit, hein, son hypothèse du chat, qui va regretter d'ailleurs, parce que ça va déclencher tellement de discussions qu'il va la regretter. Et bien ensuite, c'est avec Bohr, parce que Bohr va reprendre l'idée de Schrödinger, et il va avoir de longs échanges avec Einstein. En fait, il va y avoir, à chaque fois, l'un va poser des pièges à l'autre. Donc par exemple, Einstein va proposer une expérience avec une boîte, avec une horloge à l'intérieur, il faut pouvoir définir le poids de l'horloge. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais il va l'envoyer à Bohr, Bohr va répondre et va trouver la solution à l'énigme, puis Einstein va renvoyer une autre énigme, et puis Bohr va la résoudre. Enfin bon, il va y avoir un échange comme ça assez savoureux, assez conséquent, avec des tas d'idées surprenantes. Et jusqu'au moment où Einstein va poser une énigme en fait à Bohr, et Bohr ne pourra pas arriver à la résoudre. Et donc Bohr va reconnaître qu'effectivement il peut pas résoudre cette énigme. Et Einstein va lui dire, vous voyez, votre théorie, elle est peut-être en grande partie valide, mais elle n'est pas totalement valide, puisque vous n'avez pas réussi à résoudre le problème. En fait, Einstein avait tort, hein, puisque le CERN va reprendre l'idée d'Einstein, va la tester, et en fait, c'est Bohr qui a raison. Donc, finalement, il n'avait pas pu résoudre parce qu'il n'avait pas, il n'y avait pas les connaissances et puis le matériel à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui va être assez long. Les discussions entre les deux personnages vont être assez conséquents. Alors, ensuite, hop, ça je vais passer. Alors ça, vous voyez, j'avais oublié ça, vous avez deux autres personnages qui sont Paul et Dirac, Pauli et Dirac. Pauli et Dirac, dans la physique quantique, c'est aussi deux personnages assez importants, puisqu'ils vont définir les impossibilités. C'est-à-dire qu'un électron, quand il reçoit de l'énergie, il y a des endroits auxquels il ne peut pas avoir accès. C'est-à-dire que il y a j'aime pas trop le terme d'orbite, hein, d'électrons, parce que c'est pas vraiment des orbites, c'est plus on pourrait imaginer plutôt des distances, hein, plus ou moins larges, dans lesquelles peuvent circuler l'électron en fonction de l'énergie qu'il reçoit. Il monte, il s'éloigne du noyau, il réémet, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des spectres.
Les spectres d'absorption, c'est quand l'électron absorbe l'énergie. Et quand il y a des spectres d'émission, c'est quand il réémet cette énergie, il redescend vers le noyau, et donc il a différents endroits, différentes distances par rapport au noyau. Et il y a des endroits qui sont définis par Pauli et Dirac où il ne peut pas aller. Voilà, donc il y a des endroits qui ne lui sont pas accessibles. Donc ça va être défini par Pauli et Dirac. Alors Einstein, bien sûr, alors là, bon, on pourrait parler beaucoup de ce qu'il a fait, mais ce serait très long. Hein. Et en 1917, il va finaliser son grand travail, qui est la relativité générale. Donc ça, c'est celle qui est testée, parce que la science, c'est ça, on n'a pas de dogme, hein, donc à l'heure actuelle, on teste toujours la relativité générale, on la soumet toujours à des tests. Jusqu'ici, il n'y a pas de tests qui ont contredit la relativité générale, mais elle est toujours, pour l'instant, ça restera une théorie tant qu'on n'a pas pu prouver le contraire. Ce qui est intéressant, c'est son point de vue. Alors son point de vue, je vous conseille de lire le bouquin dont je vous ai parlé, qui est L'évolution des idées de la physique par Albert Einstein, puisque c'est traduit par Leopold Infeld, mais c'est Einstein qui l'a écrit. C'est très 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 intéressant parce qu'il parle de toute la pensée qu'il va mettre en œuvre à travers un certain nombre de choses. Il va parler de l'énergie, il va parler du mouvement, il va parler de tas de choses. Et il parle toujours de la base, c'est-à-dire de l'époque de Newton, de la physique telle qu'il a connue lui étant jeune, et comment sa pensée a évolué, et comment il a fait pour arriver à trouver la relativité générale. Donc c'est assez intéressant. Il dit notamment que il prend un exemple en ce qui concerne le mouvement. Alors il dit, depuis l'époque de Galilée et de Newton, des méthodes systématiques et des techniques d'investigation ont été développées afin de lire la nature. Quelques-unes d'entre elles ont été résolues, bien que beaucoup de solutions se soient trouvées à la lumière des recherches ultérieures être provisoires, voire superficielles. Le problème fondamental, entièrement obscurci à cause de ces complications, est celui du mouvement. Tous les mouvements que nous observons dans la nature, celui d'une pierre lancée dans l'air, celui d'un navire voguant en mer, celui d'un chariot avançant le long d'une route, sont en réalité très complexes. Pour comprendre ces phénomènes, il est sage de commencer par les cas les plus simples possibles et passer graduellement aux plus compliqués. Donc il prend un cas, considérons un corps au repos, où aucun mouvement n'est constatable. Pour changer un tel corps, il est nécessaire d'exercer sur lui une certaine influence, de le pousser, ou de le soulever, soi-même, ou par l'intermédiaire de chevaux ou de machines à vapeur. Des expériences répétées nous amèneraient à risquer l'affirmation que pour que le corps se meut plus vite, il faut pousser plus vigoureusement. Il semble naturel de conclure que plus la force et l'action exercée sera grande, plus grande sera sa vitesse. La méthode de raisonnement dictée par l'intuition était incorrecte et conduisait à des conceptions fausses du mouvement, qui furent soutenues pendant des siècles. Considérons un homme qui pousse sur une route unie devant lui une voiture qui brusquement cesse de le faire. La voiture continuera à poursuivre, à parcourir une certaine distance avant de s'arrêter. Comment allonger cette distance? En graissant les roues, par exemple, ou en rendant la route plus unie. Et qu'avons-nous obtenu?
Tout simplement ceci. Les influences extérieures ont été réduites. Le frottement a été diminué. Ceci est déjà une interprétation théorique d'un fait. En réalité, elle est arbitraire. Un pas de plus et nous aurons le véritable fil conducteur. Imaginez une route parfaitement unie et des roues sans aucun frottement. Il n'y aura alors rien pour arrêter la voiture et elle continuera à se mouvoir sans cesse. Cette conclusion est obtenue seulement en imaginant une expérience idéalisée qui ne peut jamais être réalisée, étant donné qu'il est impossible d'éliminer toutes les influences extérieures. L'expérience idéalisée met à nu le fil conducteur qui formait réellement le fondement de la mécanique du mouvement. En comparant les deux méthodes pour approcher le problème, nous pouvons dire la conception intuitive nous enseigne que plus grande est l'action et plus grande est la vitesse. La vitesse montre ainsi si oui ou non des forces extérieures agissent sur un corps. Le nouveau fil conducteur trouvé par Galilée est si un corps n'est ni poussé, ni tiré, ni subit une action quelconque, ou plus brièvement si aucune force extérieure n'agit sur un corps, il se meut uniformément, c'est-à-dire toujours avec la même vitesse le long d'une ligne droite. Ainsi la vitesse ne montre pas si oui ou non les forces extérieures agissent sur un corps. La conclusion de Galilée est correcte, a été formulée par Newton, par la loi de l'inertie. Et donc lui, il prend ce principe et il dit, mais si on veut connaître la réalité, la vraie réalité, il faut faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Donc on prend une idée idéale, donc le coup de la charrette que l'on pousse, on peut trouver autre chose, et ce qu'on va faire pour voir pourquoi nous on observe ce qu'on voit, eh bien on part de cette hypothèse idéale, et on va voir toutes les influences qui font que, quand on regarde et qu'on constate ce que l'on voit, c'est qu'on pousse cette charrette et qu'elle s'arrête au bout d'un moment, pourquoi on en arrive là? C'est-à-dire qu'on va calculer la gravité, on va calculer le frottement, on va calculer la résistance, on va calculer le vent qui est éventuellement là, enfin bon, on va calculer tous les éléments. Et c'est comme ça qu'en partant d'une idéale, on découvre tous les influences extérieures qui font que on voit ce que l'on voit. On voit que cette charrette, eh bien, quand on la pousse, elle atteint une certaine... Et il faudra pousser une certaine distance et il faudra pousser davantage pour y arriver. Donc il va faire ça tout le temps, c'est-à-dire qu'il va toujours partir d'une hypothèse idéalisée pour revenir à la réalité en découvrant tous les éléments qui sont cachés, qu'on ne voit pas, et qu'il faut découvrir pour savoir ce qui se passe réellement dans l'univers. Alors bon, ça, je ne pouvais pas m'empêcher de la mettre, LMC2. Et évidemment, je ne pouvais pas non plus m'empêcher de mettre celle-ci, puisque c'est une des plus célèbres images d'Einstein. Ensuite, une fois qu'Einstein a émis cette présentation de la relativité générale, eh bien, il y a des personnes qui vont reprendre ce qu'il a écrit et qui vont, eux, en tirer des conclusions. Donc, c'est le cas, par exemple, des univers de Feynman. Hein, c'est un jeune mathématicien russe. Il va résoudre à son tour les équations d'Einstein et appliquer des solutions trouvées à l'univers tout entier. Au contraire de celui imaginé par Einstein en 1917, l'univers qu'il décrit n'est pas statique, mais évolue au cours du temps. Il commence à enseigner à l'université, activité qu'il devra interrompre d'ailleurs en raison de la guerre, mobilisé en 1914. Il travaille à améliorer les techniques de bombardement. À la fin de la guerre, il retrouve son poste à l'université pour enseigner la physique et les mathématiques et commencer un travail de recherche. Il meurt très jeune en 1925, parce qu'il est né en 1900. Ses premiers écrits, sont publiés en 1922, donc oui, il meurt en 1925, c'est court. Hein.
et il meurt d'une fièvre typhoïde. Donc en 1922, après avoir découvert la théorie de la relativité générale, il cherche à résoudre à son tour les équations d'Einstein afin de les appliquer à la description de l'univers. Pour cela, il fait exactement les mêmes hypothèses que celles du père de la relativité. Il prend en compte la constante cosmologique, mais contrairement à Einstein, il abandonne complètement l'idée d'un univers statique. Si l'espace newtonien était un cadre rigide, totalement indépendant de la matière qu'il contient, il n'en va plus de même avec l'espace-temps de la relativité générale qui lie intimement l'espace, le temps, la matière et l'énergie. Comme il est strictement impossible que la matière cosmique soit en équilibre sous l'influence de sa propre gravité, l'univers est en expansion ou en contraction, mais ne peut pas rester indéfiniment statique en raison des principes de la cosmologie. Le même mouvement doit s'observer dans chaque point de l'espace. Et donc il va fournir deux équations, les équations de Feynman, et qui vont évidemment causer quelques petits problèmes à Einstein, qui va s'opposer à ça. Toujours partisan d'un univers statique, Einstein, qui a pris connaissance de l'article de Feynman, fait paraître un petit article dans lequel il affirme que Feynman a commis une erreur de calcul et que ses modèles sont incompatibles avec la relativité. Il reconnaîtra son erreur quelques temps plus tard dans un nouvel article. Donc il reconnaît que Feynman a raison. Alors ce qui est assez fabuleux chez Feynman, c'est que les calculs qu'il va faire, il va les faire lors de la guerre en 1914. Donc comme il faut croire qu'il s'emmerde un peu dans les tranchées, il va calculer, il va faire ses calculs dans les tranchées. Bravo. Moi je dis bravo. Quand on sait les conditions dans lesquelles c'est fait, c'est assez remarquable. Ensuite, on a un autre personnage qui va mettre un peu Einstein en difficulté. Il s'agit d'Edwin Hubble. Edwin Hubble, lui, en observant les galaxies, eh bien, il va démontrer que celles-ci s'éloignent les unes des autres avec une vitesse proportionnelle à leur distance. Alors l'avantage, c'est qu'évidemment, il va utiliser pour ça l'effet Doppler-Fizeau. Il va s'apercevoir que ces galaxies, eh bien, elles émettent principalement, les raies sont décalées dans le rouge, donc elles s'éloignent de nous. Ça va pas trop plaire à Einstein, parce que décidément, il a attaqué un peu de tous les côtés. Mais en fait, quelques temps après, je ne sais plus, c'est pas un an après, il va aller directement voir Hubble dans son observatoire. Et en fait, en discutant avec lui et puis en voyant les résultats de ses observations, eh bien, il va le reconnaître en effet qu'il a raison. Que cet univers, eh bien, il est en expansion. Et ça, c'est des choses un peu qui mettent à mal un peu ses idées à la base, mais petit à petit, il va reconnaître qu'effectivement, il a émis la théorie de la relativité générale, mais il s'aperçoit qu'en fait, cette théorie, eh bien, elle le dépasse quelque part. Elle prend son envol et elle vit sa propre vie, et ça le surprend un petit peu, mais bon, il l'accepte, donc... Il va être d'accord avec Hubble. Et pour finir, il y a un autre personnage en 1931, lui, parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais Hubble, c'était en 1929. En 1931, on a un autre personnage qui est Georges Lemaître. Il est assez atypique, Il est prêtre et spécialiste de la relativité générale. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la théorie du Big Bang. Lemaître est né à Charleroi en Belgique, dans une famille bourgeoise, et il a une double vocation, étudier les mathématiques et la physique, ainsi que devenir prêtre. Après 3 ans de séminaire, il est ordonné prêtre en 1923. La même année, il rédige un mémoire sur la physique d'Einstein. Titulaire d'une bourse d'études, il part étudier à l'étranger, en Angleterre, à Cambridge. Il suit les cours
de deux grands physiciens, Arthur Eddington et Ernest Rutherford. Aux États-Unis, en 1925, il étudie l'astronomie d'observation et l'astrophysique, avec Shapley au Howard College Observatory, avec Hubble à l'observatoire du mont Wilson, et enfin avec Slipher à l'observatoire de Flagstaff en Arizona. En 1925, de retour à Bruxelles, il enseigne la théorie de la relativité générale à l'université catholique de Louvain pendant environ 2 ans. Après s'être initié à toute nouvelle mécanique ondulatoire, le maître commence un travail de recherche en cosmologie, comme Einstein et Feynman, dont il ne connaît pas les travaux, de Feynman. Il s'appuie sur le principe cosmologique et suppose que l'univers de masse constante est rempli d'un gaz d'étoiles parfaitement homogène. Il arrive aux mêmes équations que Feynman, mais intègre systématiquement la constante cosmologique à ces équations. Il enrichit ainsi le nombre de solutions des équations de Feynman. En 1927, il présente le résultat de ses travaux devant la Société scientifique de Bruxelles sous le titre « Un univers de masse constante et de rayons croissants rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques ». Ce travail contient un élément tout à fait nouveau puisqu'il explique le décalage du rouge du spectre des galaxies qui s'éloignent de nous par la dilatation de l'espace et non pas par un effet Doppler-Fizeau. 2 ans avant Hubble, il énonce même une loi affirmant que la vitesse de fuite des galaxies est proportionnelle à sa distance. Selon lui, le coefficient de proportionnalité s'élève à environ 625 000 km/s par mégaparsec. Malgré ce résultat remarquable, le travail de Lemaître reste plutôt ignoré. Einstein lui-même, qu'il rencontre à Bruxelles au cours du congrès de Solvay, ne manifeste pas beaucoup d'intérêt pour ses travaux, en raison probablement d'un attachement excessif à l'idée d'un univers statique. Ce sont Eddington et De Sitter qui, en 1930, feront connaître l'importance du travail de Lemaître. Et en fait, Lemaître va montrer, lui, que l'univers, c'est quelque chose qui est en expansion et qu'il est né probablement à un moment donné, d'où l'idée, la base du Big Bang, et l'idée que à partir de ce Big Bang, l'univers s'est étendu et qu'il a gardé. Alors il n'a pas tout à fait raison parce qu'il n'a pas gardé sa vitesse de départ. Il y a eu des réductions de cette vitesse d'éloignement et puis des accélérations. Mais c'est lui qui est à la base de l'idée que l'univers est en expansion et que les galaxies qui sont les plus lointaines s'éloignent de nous, d'autres se rapprochent à cause de la gravitation, mais dans l'ensemble, effectivement, l'univers grandit. Voilà donc la présentation sur les précurseurs et ceux qui ont influencé Einstein dans la création de ses futures relativités générales. Vous avez des questions? Oui, il y a une question. Ouais, il y a une question. Ouais. Non, je voulais revenir sur la photo. Le premier congrès Solvay a bien eu lieu en 1911, mais la photo que tu nous as montrée, c'était 1927. Moi, c'est pas la bonne. J'aurais pas dû. Non, c'était pour remettre les choses dans l'ordre. Tu fais bien. Je savais que c'était un 7, mais c'est pas possible que ce soit en 17 puisque c'était la guerre. Bah oui, là ça pouvait pas aller. Mais oui, effectivement, c'est en 1911 qu'il y a eu le premier congrès. Tout à fait. C'est vrai. J'ai pas regardé la date de la photo.
Non, mais le 1927, c'est plus connu, donc c'est pour Oui. ça j'avais pensé. Bon, j'ai dit une bêtise aussi. Hein. Mais non. Mais c'est à cette occasion qu'ils ont beaucoup discuté. Enfin, c'est assez, c'est très conséquent. Il faut voir les lettres entre Bohr et Einstein. C'est ça. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a exactement. Alors que je dise pas de bêtises. On est à 510 pages. 110 pages. Il n'y a pas que les lettres, mais enfin, il y a beaucoup d'échanges conséquents, et puis ils ont toujours essayé de se piéger l'un l'autre. Donc c'est assez rigolo comme machin. Surtout que, en fait, Bohr, qui était plus jeune qu'Einstein, lui avait été présenté par Max Planck. Et au début, il était très impressionné, et puis petit à petit, il s'est dit, mais attends, non,